Econ et Smackdad sur Skyrock. Bonjour Madame Royal. Installez-vous, elle vient juste de rentrer dans le studio, je vous explique à vous tous, pour vous tous et vous toutes qui nous écoutez là ce matin. En direct sur Skyrock, c'est Ségolène Royal qui arrive. Ah, elle a déjà le nez sur vos messages. Bonjour Madame Royal. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bienvenue sur Skyrock. Merci de votre invitation. Bah de rien. Donc voilà comment ça va se passer, ça c'est simple. Donc on va parler ensemble pendant 1h30 jusqu'à 10h du matin et vous répondez à toutes les questions que vous posez les auditeurs et les auditrices de Sky, ok? D'accord. Ça roule. Je vais vous faire écouter un truc, prenez juste le casque qui est à côté de vous. Mettez-vous bien en face du micro. Hop, voilà, on s'installe en direct. Ça vous fait quoi d'être à Sky ce matin? La question qu'on pose à... C'est sympa, c'est... Vous savez qu'on a reçu Nicolas Sarkozy? Oui, j'ai appris ça. Mais... Oui, vous savez qu'on a reçu François Bayrou? Oui, voilà. Ils ont parlé de vous. Ah bon? Bah oui, ils ont parlé de vous, je vais vous faire écouter. Alors, forcément bien, j'imagine. Mais bien, pas si mal que ça, écoutez. En tout cas, Nicolas Sarkozy, qu'on a eu samedi, il a parlé mieux de vous qu'il a parlé de François Bayrou, en tout cas. Oui, écoutez bien. Ça, c'était samedi sur Sky. Oui, je la connais. Alors, cool, c'est go. Intéressant. Intéressante, il a dit. Je demandais si vous disiez sympa. Et FM, intéressante. Comment vous le trouvez, lui? Pas mal. Je fais aucun commentaire. No comment. Alors, on passe à François Bayrou maintenant. Alors, François Bayrou, même question, même chose, écoutez. Je connais très peu Ségolène Royal. Alors, c'est vrai, vous ne l'avez jamais vu? Oh si, je l'ai rencontré à l'Assemblée. Parce qu'il dit, on n'a jamais fait de débat, on n'a jamais discuté ensemble. Oui, c'est vrai. Si, j'ai fait un débat avec lui. Il ne s'en souvient pas. Ah, bah écoute, on lui le rappellera peut-être la prochaine fois. Bienvenue sur Sky, Madame Royal en tout cas. Ce matin, on va parler de plein de choses. Il y a plein de questions qui défilent depuis tout à l'heure. On a maté un peu tout ça, des questions sur l'école, le bahut, les étudiants, le collège, le lycée. Beaucoup de questions là-dessus. Beaucoup de questions sur le travail et sur le fait de gagner plus, surtout. Des questions sur les quartiers, pas mal de questions sur les quartiers, et puis sur ce que vous avez envie de faire et quelle est votre vision de la France. Vous avez vu, on dirait presque un journaliste. Mais ouais, c'est dingue. Ah. Oui, on vous prévient, on n'est pas tout à fait... Je vous présente l'équipe un peu, là vous avez Sandra qui est avec nous tous les matins, bonjour. Karim derrière vous, bonjour. Romano, bonjour. Juste en face. Oui, il y a Stéphanie qui doit être là derrière qui fait les infos. Vous avez Momo, Samy du soir. Voilà, toute l'équipe qui est là pour vous. Et là, tous les messages qui vont défiler. Regardez, on lance les messages. Vous avez vu comme ça défile? Ah oui, ça c'est pour vous. Bon, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut dégager déjà 2-3 questions qui font polémique un petit peu dès le début, comme ça après on est tranquille? Allez-y. Allez, on y va. Je réponds à tout. Allez, on fait péter alors. Alors, on nous parle alors l'encadrement militaire pour les mineurs délinquants, par exemple. C'est un truc qui a fait débat. Vous avez déjà répondu à de nombreuses reprises, mais c'est un truc qui fait peur à pas mal d'auditeurs. On a eu Mehdi qui nous a laissé un message. Il y a Thibaut aussi qui nous laissait un message là-dessus. Parce qu'ils ont fait des conneries dans leur jeunesse, ils n'auraient pas aimé se retrouver dans un encadrement militaire, ou alors ils comprennent pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est l'encadrement militaire? Est-ce que c'est une alternative à la prison? Quand on fait des bêtises, on va pas forcément en prison. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux qui vont en prison qui seraient... C'est le choix entre le fait soit d'être incarcéré, soit au contraire de pouvoir se reconstruire dans un autre lieu avec d'autres principes, d'autres valeurs, d'autres opportunités, et en particulier sur l'idée effectivement d'aller dans des lieux à encadrement militaire, dans des actions humanitaires à l'étranger, c'est-à-dire réapprendre aussi le sens des règles, le permis de conduire, Pourquoi ça a été perçu comme ça par certains en fait? D'un certain nombre de connaissances scolaires, souvent qui sont défaillantes chez les jeunes délinquants. Vous savez qu'un jeune qui est en prison maîtrise en moyenne 400 mots, alors qu'un enfant qui est en CM2 en maîtrise déjà plus de 2000. Donc ça sera en fait... On voit qu'il y a un lien très direct entre l'échec scolaire, la misère sociale et l'incarcération. Et moi, je veux pas que dans la République française, il y ait des jeunes mineurs qui soient en prison et qui, à leur sortie, récidivent à hauteur de 70%. Je pense que c'est un immense gâchis, que tout doit être fait pour trouver des alternatives à la prison. Alors, j'ai fait cette proposition, on peut trouver d'autres idées, mais je crois que celle-ci qui a fait polémique est une très bonne idée et je la mettrai en application. Ok, telle qu'elle a été comprise, c'est-à-dire donc c'est pour les jeunes qui devaient aller en prison, c'est pas pour les jeunes qui font des conneries, qui ne vont pas en prison et qui vont se retrouver dans un encadrement militaire. Non. D'accord. Mais il ne vous a pas échappé que je vais créer un service civil obligatoire aussi. Alors ça aussi, voilà. Justement, c'était le deuxième truc qui fait un peu débat. Oui. Vous avez quel âge, vous? J'ai 25 ans. Bon, vous êtes bon encore pour le service. Ah, il va le faire? Ah oui. Ah ouais, je croyais que c'était bon pour ça. Bon,
Bon, Ségolène Royal, vous avez la démonstration. Donc, qu'est-ce que vous répondez à Romano par rapport à ça? Parce que regardez, je pourrais être réformé, genre, je sais pas, parce que bon, dans l'armée, on peut être réformé, P4, tout ça, quoi. P4, toi, t'es P4. Vous l'avez été, ou non? Oui. Vous savez qu'il a fait collège militaire, Romano. Ouais, j'ai fait. Mais vous étiez dans ma région il y a pas longtemps, lycée militaire d'Autun. Oui, ça ne vous a pas fait de mal, si c'est un peu dur quand même, non? Ouais, un peu. Non, mais j'ai passé des bons moments. Bon, c'est spécial, j'étais habillé en treillis et tout, mais. Quelle classe? J'ai fait 6e terminale. Oui. Mais j'ai un de mes frères qui l'a fait aussi, oui. Bah voilà. S'il fait autant de conneries que Romano, c'est chaud. Hein. On va pas vous raconter tout ce qu'il a fait. Vous en gardez un mauvais souvenir? Non, je garde un bon souvenir. Mais je me suis fait des bons amis et tout ça. Oui. Bon, après l'encadrement, c'était spécial. Ouais, mais c'est spécial. Ouais. Mais sinon, mais à part ça, ça va. C'est réveillé au clairon et tout. Hein. Oui. Ouais, je marchais au pas, défilé le 11 novembre. Il y a des compensations, beaucoup de sport, j'imagine. Oh bah regardez-le, hein. Un physique d'athlète. Taillé. Vous l'avez vu, regardez. Taillé dans la basse. Comme une arbalète. C'est un vrai sportif, là. Bon, alors oui, donc le service civil obligatoire. Alors, puisqu'il y a des réactions comme ça, par exemple, on a un travail, on se dit, mais je vais gâcher, entre guillemets, 6 mois de ma vie. Alors c'est pour ça que j'ai demandé un rapport à Bernard Kouchner pour qu'il justement qu'il regarde à fond ce sujet-là, qu'il connaît bien, parce que c'est une idée ancienne sur le service civil humanitaire. C'est pour remplacer le service militaire de l'époque, non? Non, parce que le service militaire de l'époque avait un objectif bien précis, qui est l'apprentissage de la défense du territoire, l'intégration en cas de conflit. Là, le service civil obligatoire, c'est l'idée de construire une société solidaire où les jeunes, sur une partie de leur temps, 6 mois, mais qui peut être découpé en plusieurs espaces. Donc ça peut être un mois. C'est pas 6 mois d'un coup. Non, c'est pas 6 mois d'un coup, parce que vous avez raison, lorsque les jeunes ont un emploi, ils peuvent... Même les étudiants. C'est leur emploi, les étudiants, etc. Mais d'ailleurs, quand on a regardé de ça de près avec Bernard Kouchner, on s'est dit, mais pourquoi que les jeunes, d'ailleurs? Assez de discrimination envers les jeunes. Et les jeunes, on dit, mais pourquoi que les jeunes? Et c'est vrai que si, au niveau d'une société, de l'organisation du vivre ensemble et du lien social, chacun se disait que finalement, dans un temps de vie, il y avait plusieurs mois qui étaient consacrés bénévolement au service des autres, je pense que ça changerait sans doute le regard sur la société en général. Donc c'est un service qui servira à quoi? D'aller dans des associations, faire de l'humanitaire? Faire de l'humanitaire, aller dans les pays pauvres. Et puis, il pourra y avoir un volet militaire, pour ceux qui le souhaitent. Ouais, pour ceux qui seraient intéressés par ça. Ouais. Mais pour les hommes uniquement ou pour les filles aussi? Non, les filles aussi. Et voilà. Vous n'allez pas y il y en a assez de la discrimination. Mais ça serait pour tout. Mais à n'importe quel âge, non? Il y aurait quand même une limite d'âge. Non, il y a une limite d'âge. Mais ça, bon, les choses ne sont pas totalement rigidifiées. Il y aura un débat sur cette question-là. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une majorité de jeunes qui adhèrent à cette idée. Et ça, je crois que c'est important que cet élan de générosité puisse trouver à sortir. Non, c'est les deux trucs qui faisaient débat. L'encadrement militaire que... Non, mais le service humanitaire, je crois, est plébiscité chez les jeunes. Et le service civil obligatoire, c'est le côté obligatoire qui faisait un peu... Oui, mais vous savez, à un moment, il faut mettre des règles, il faut arrêter d'être dans l'espèce de projet mou, on ne sait plus si ça va se faire. Ah ouais, genre, parce qu'en fait, s'il n'est pas obligatoire, personne n'ira, c'est ça? On ira, ça ne sera pas organisé, les crédits budgétaires ne seront pas mis en place, donc il faut que les choses soient obligatoires pour qu'elles donnent la garantie d'être solide et organisée. Et à quoi ça va servir que moi, par exemple, je sais pas, je suis peut-être que je fasse le service civil obligatoire. C'est comme ça qu'il s'appelle. Vous savez faire plein de choses, regardez. Bah oui, mais je l'ai fait ici. Essayer de monter une radio dans une cité, dans un espace rural isolé. On est pour toutes les cités, nous. Justement, ou presque. Créer des groupes d'animation, apprendre aux jeunes à s'exprimer, à maîtriser le langage oral. Vous savez qu'il y a énormément de problèmes chez les jeunes sur la maîtrise du langage oral. On dit même souvent que c'est lorsqu'on ne maîtrise pas les mots qu'on donne des coups. Et c'est très vrai. Je crois qu'il y a une forme d'agressivité qui vient du fait que lorsqu'il y a une forme d'échec scolaire, dû essentiellement à l'absence de la maîtrise des mots, à ce moment-là, on passe à l'acte, parce qu'on a de toute façon besoin d'exprimer ses sentiments, ses moments de peine, ses moments d'agressivité. Et donc, apprendre à des jeunes à maîtriser ce langage oral, vous qui le maîtrisez parce que vous êtes à la radio. Maîtrise, ça serait formidable. Enfin, on se fait comprendre. Voilà, c'est ça. C'est l'essentiel, on va dire. Bon, ben merci en tout cas pour ces réponses à ces deux questions là qui faisaient un petit peu débat ce matin. Il y a d'autres questions que vous pouvez poser. Allez-y, regardez des questions qui défient. Je travaille dans l'industrie automobile. Qu'allez-vous faire contre les études qui partent à l'étranger? Beaucoup de questions sur les délocalisations. Ah, oh putain, intéressant.
Et vous voulez qu'on parle quoi d'abord des bahuts, parce qu'on va mettre la pub et après on se prépare pour parler des bahuts, des étudiants, du travail, des quartiers. Beaucoup de questions sur l'Afrique aussi. Oui. Je sais que vous êtes né au Sénégal. Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes né à Dakar. Oui, et je pense que la politique africaine. Vous avez quoi d'africaine qu'est-ce que vous avez gardé de l'Afrique en vous? Parce que vous y êtes resté combien de temps au Sénégal? 2 ans. 2 ans, mais je trouve que c'est une chance formidable d'être né en dehors des frontières hexagonales, parce que c'est une dimension universaliste que l'on garde à l'intérieur de soi et qui ouvre au-delà des frontières. Il y a un truc, vous dites si c'est vrai. On m'a dit, vous savez, il y a des sondages qui sont faits. Vous les regardez beaucoup, les sondages? Ça m'arrive, mais il y en a tellement, on a du mal à les suivre maintenant. Oui, puis c'est un peu anarchique, un peu tout ça. Oui. Il y a des sondages qui disent que chaque fois que vous parlez de métissage, vous perdez des points. C'est possible. Et j'en parle quand même. Et vous continuez quand même? Bien sûr, parce que je crois que c'est un défi majeur que la France a relevé. Et que quand on refuse de regarder la réalité des choses, c'est-à-dire la France telle qu'elle est devenue, et qui a un peu du mal à se reconnaître telle qu'elle est, à ce moment-là, on passe à côté des choses. Bien sûr que la France est une république métissée. Ça vous fait pas peur de voir que chaque fois que vous dites métissage, là vous l'avez déjà dit 2-3 fois, attention, chaque fois que vous dites métissage, il y a des gens qui se détournent de vous? Écoutez, quand François Mitterrand, malgré les sondages, a mis fin à la peine de mort, il a assumé son choix, c'est-à-dire qu'il a été aussi visionnaire d'une certaine façon. Je crois que la responsabilité d'un chef d'État, c'est d'anticiper les choses, c'est d'être visionnaire. Et je crois que si on aide la France à se reconnaître telle qu'elle est, mais le métissage, c'est quelque chose qui est au sens large. Ça veut dire que c'est la reconnaissance d'identités diverses qui doivent absolument réussir à vivre ensemble. C'est la reconnaissance d'identité, ou alors c'est le fait de regarder quelqu'un et de pas regarder d'où il vient, qu'est-ce qu'il est? Exactement, mais ça revient au même, je crois. Je crois qu'il c'est une chance. Et pourquoi en France, quand on dit métissage, il y a des gens qui se détournent de vous? C'est-à-dire que c'est un sujet qu'il vaut mieux pas aborder. Parce qu'il y a peut-être un malentendu derrière ce mot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre une France devenue métissée et une France qui est fière de son identité. Au contraire, je crois que la France métissée renforce son identité nationale, puisqu'elle s'accepte avec des mélanges de cultures, et les mélanges de cultures renforcent la culture nationale. Elle la diversifie, elle s'en nourrit, elle est fécondée par l'apport de ces différentes cultures, et donc elle va de l'avant. C'est les choses qui sont immobiles, qui finissent petit à petit par dépérir et par mourir. Et moi, je pense que c'est une chance extraordinaire que la fécondation par différentes cultures. Donc même si ça continue à vous faire des poids, faire perdre des poids, vous continuerez à parler de métissage. Oui. Ok, comme François Mitterrand en 81 parlait de la peine de mort. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait 2 tiers des Français qui étaient contre l'abolition de la peine de mort. Et il l'a quand même assumé. Et au final, les Français maintenant sont pour l'abolition en général. Je crois aussi que la responsabilité d'un chef d'État, c'est d'avoir une capacité pédagogique. C'est d'entraîner un peuple. C'est pas de lui le conduire en arrière, c'est le conduire en avant. Donc pour conduire un peuple en avant, il faut lui dessiner un horizon. Et cet horizon-là, c'est le nôtre. Bon, on continue d'avancer alors. On reste ensemble jusqu'à 10h du matin. Vous avez le temps jusqu'à 10h, c'est bien? Ça va. Ça va. Profitez-en vous aussi. Allez-y, 41 759. Vous nous laissez vos messages pour Ségolène Royal. Le skyrock.com, ça marche également. C'est par le net. Et puis au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, puis on va vous retrouver en direct. Il y a des questions pour vous qu'on va poser. Il y a Momo là qui arrive, qui va être avec nous dans un instant en direct d'Avignon. Je vois les questions d'Elodie, de Fatman, de Seb. On s'occupe de vous. Et Ségolène Royal en direct, c'est Bouge ton vote sur Sky. Bouge ton vote, l'émission spéciale sur Skyrock. Et l'émission spéciale ce matin sur Sky, c'est avec Ségolène Royal qui est avec nous en direct sur Sky à 8h56. Vous pouvez poser vos questions, il y a plein de questions qui défilent et Ségolène Royal qui a le nez dessus, vous avez le nez dessus, ça vous intéresse tout ça. Oui. C'est un peu la démocratie participative. Exactement, oui, c'est très varié. Mais nous, ça fait longtemps qu'on fait oui. La démocratie participative. Profitez-en ce matin avec Ségolène Royal en direct avec nous sur Sky. On va prendre des auditeurs et des auditrices de Sky qui nous laissent des messages ou alors qui nous laissent des questions sur SMS et sur le net. Il y a un autre truc dont on parlera dans pas longtemps, vous m'y faites penser, c'est l'ordre juste. L'ordre juste. C'est là qu'ils comprennent pas. On peut en parler tout de suite. Vanessa qui nous dit, elle a 20 ans, elle nous dit, je comprends pas ce que c'est exactement l'ordre juste. Et Momo qui nous dit, qui décide, c'est pas qu'on a la question de Momo, vous allez voir, qui décide de ce qui est juste? Oui, ça c'est deux bonnes questions. L'ordre juste, c'est l'idée que les mêmes règles s'appliquent à tous. Il n'y a pas ceux qui peuvent s'en échapper et puis qui décident pour les autres. Et puis ceux qui doivent obéir. Alors un exemple concret, par exemple, c'est lutter contre toutes les formes de désordre.
Par exemple, je considère que lorsqu'une fille à diplôme égal gagne 30% de moins qu'un garçon à la sortie de ses études, c'est du désordre, c'est de l'ordre injuste. Donc l'ordre juste, c'est là. L'ordre juste, c'est appliquer l'égalité salariale entre filles et garçons, par exemple. Et c'est valable dans tous les domaines, donc là, le travail. Et c'est valable dans tous les domaines. Et on a longtemps pensé que l'ordre était une valeur de droite. Moi, je crois qu'au contraire. Il y a des gens qui ça fait peur d'entendre ordre. Oui, il y a des gens qui ça fait peur. Moi, je suis pas un fan quand j'entends ordre. Je sais. Vous me connaissez un peu. Oui, et pourtant Pourtant, on est sympa. Et pourtant, il faut justement faire des mutations culturelles. Ouais. Au sens où ce sont les désordres qui profitent aux plus forts. Pourquoi ? Parce que quand il y a du désordre, ou quand les règles ne s'appliquent pas, ou quand la loi n'est pas claire, c'est les plus forts qui s'en sortent. Donc la loi protège le plus faible. En fait, c'est l'essence même de la démocratie. Et je crois qu'aujourd'hui, la France souffre de plein de désordres. La droite a mis beaucoup de désordres, des précarités, des insécurités, des inégalités. Et par exemple, lorsqu'elle fait le CPE, c'est du désordre. Pourquoi est-ce qu'un jeune, parce qu'il est jeune, pourrait, lui, être licencié pendant 2 ans sans motif ? C'est du désordre au sens où la loi serait différente parce qu'on est jeune que parce qu'on ne l'est pas. C'est pas la première mesure qui est prise comme ça, hein. Il y avait eu le SMIC jeune à une époque. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'ordre juste, c'est le contraire de ça. L'ordre juste, c'est qu'il y a la même règle pour tous. Et donc, chacun ayant le sentiment qu'il y a un ordre juste, à ce moment-là, il peut donner le meilleur de lui-même et se dire, je ne subis pas une injustice, donc ma responsabilité, c'est de donner le meilleur de moi-même. Autrement dit, on rentre dans des sociétés de gagnant-gagnant. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de débloquer la machine économique pour lutter contre l'emploi. Et comme les gens se replient sur eux-mêmes parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a trop de désordre, et que finalement ils peuvent s'en sortir qu'en se débrouillant tout seul. Genre travail au noir, tout ça. Oui, ou finalement, tant pis, on écrase les autres et on avance, on s'occupe pas de savoir comment les autres se débrouillent. Et bien ça, je crois que c'est quelque chose qui mine en profondeur la société. C'est pour ça que quand je redis ordre juste, c'est-à-dire je vais remettre les règles au nom desquelles une société se remet debout. Par exemple, quand on donne des droits, on donne aussi des devoirs. Par exemple, quand je vais créer l'allocation pour jeunes adultes. Alors c'est quoi ça ? Alors ça, vous savez, tous les étudiants qui vivent dans des situations de précarité, qui sont obligés de travailler la nuit pour payer leurs études. Il faut que je vous fasse la liste des problèmes des étudiants, il y en a un paquet. C'est la précarité, c'est le logement. Bien sûr. La précarité, le logement, 40% des étudiants qui échouent pendant les 2 premières années de faculté. Ça, je pense que c'est un dégât considérable. Surtout qu'ils sont la plupart du temps issus de familles moyennes ou populaires, c'est-à-dire des parents qui se sont saignés au 4 veines pour payer les études, et puis au bout de 2 ans, les jeunes n'ont rien. Donc moi, je veux leur donner un système de bourse sécurisant, c'est-à-dire cette allocation pour jeunes adultes, mais en contrepartie, parce que je ne veux pas non plus que les jeunes entrent dans une société d'assistanat ou créer je ne sais quel RMI jeune. Je pense que ça ne saurait pas leur rendre service. Et donc, en contrepartie, ils devront apporter quelque chose à la collectivité nationale. Par exemple, du soutien scolaire gratuit aux élèves qui en ont besoin, qui sont en difficulté scolaire à proximité de chez eux. Et donc, on sera dans des logiques donnant-donnant. Et donc, gagnant-gagnant. Parce que si on échange des compétences, à ce moment-là, on crée de la valeur ajoutée. Et donc, du coup, la société et la France se remet debout. Au lieu d'avoir un boulot, je sais pas, moi, au McDo, par exemple, les étudiants, je sais pas, t'es étudiant en anglais, tu donnes des cours d'anglais et t'es payé pour les cours d'anglais. Enfin, tu reçois une allocation pour les cours d'anglais. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, et en plus, c'est reconnu. Vous avez compris, Romano, tu as compris ? Oui, maintenant que j'ai compris. Et en plus, c'est reconnu, c'est intégré dans les UV. C'est-à-dire, ça donne des points en plus. Alors, les UV, j'explique pour Karim, les UV. Ultraviolet. Non. Justement. Les UV, c'est les unités de valeur, c'est-à-dire les notes, tout simplement, à la faculté, ça donnera des notes en plus. Ok, donc l'ordre juste, parce que pour ceux qui avaient vu ça comme moins de liberté, plus de police, parce que ça on connaît déjà. Donc ceux qui avaient vu ça rien que comme ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir, c'est le mot ordre qui surprend un peu, comme tout à l'heure le mot militaire. Ouais, pareil. Ouais. Mais justement, il y a des mots qu'il faut redéfinir et qu'il faut se réapproprier. Parce que les gens en ont assez aussi des désordres, justement, qui broient les plus faibles. C'est le désordre sur le prix du logement. C'est invraisemblable, ça broie les plus faibles. Le désordre dans les licenciements, dans les précarités, dans les délocalisations, c'est du désordre, ça. Les concurrences contre les pays à bas salaire, les délocalisations, les patrons voyous, c'est du désordre, ça. Donc il faut remettre des règles. Regardez ce qui se passe avec Airbus. Airbus, tout d'un coup, nous annonce 10 000 suppressions d'emplois. Mais Airbus, il y a un an, c'était la meilleure entreprise du monde. Exactement. Et puis un an après, ils virent des gens. Alors pourquoi ? Vous avez vu quand même. Bah oui. Parce que ça a été mal géré.
Et puis parce que les actionnaires privés ont exigé une rentabilité plus forte. Et nous, les présidents de région socialistes, qui avons dit on n'accepte pas ça, on veut rentrer au capital d'Airbus. On nous a dit mais de quoi vous mêlez-vous? C'est pas votre métier. On a dit c'est pas grave, on veut le faire quand même. Et du coup, ça a donné mauvaise conscience à l'actionnaire privé, Lagardère, et qui du coup a décidé de rester dans le capital. Il a même déclaré que s'il avait des dividendes, il les réinjecterait dans l'entreprise. Donc vous voyez que, y compris dans le rapport de force presque moral, c'est-à-dire à un moment on dit aux gens, écoutez, vous vous comportez pas comme ça. Ça, c'est pas comme ça que fonctionne notre société. Vous arrêtez de toujours tirer un profit personnel et vous pensez à l'impact que vos décisions ont sur les autres. Et vous vous comportez autrement. Parce que voilà quelles seront les règles et voilà quel sera désormais l'ordre juste. Vous devrez rendre des comptes. Et bien, ça marche de temps en temps. Ouais, donc ça veut dire pour les gens qui sont à Airbus ou qui ont des parents à Airbus et qui flippent pour la suite de leur emploi, c'est moins grave qu'il y a une semaine. Exactement. D'accord. Exactement. Tout ça. C'est-à-dire que en très peu de temps, finalement, les choses ont bougé, ont changé. On parle plus de suppression d'emplois. On découvre que finalement l'entreprise a un matelas de trésorerie considérable, donc finalement on n'a pas besoin dans l'immédiat d'une augmentation de capital, ce qui sera peut-être différent dans 1 an ou 2. Donc on reste extrêmement attentif. Qu'elle a besoin d'investissement pour l'innovation et pour la recherche, que ces moyens d'investissement, on va se mobiliser pour qu'elle les ait. Et au bout du compte, on se rend compte que ce qui était tabou il y a quelques semaines ne l'est plus. Quand on dit mais comment l'entreprise peut fonctionner correctement avec 2 patrons, un patron allemand et un patron français, ça doit être quand même un petit peu la pagaille. Il y a quelques semaines, on nous disait mais non, tout ça marche très bien. Et aujourd'hui, et l'Allemagne, et Angela Merkel que j'ai rencontrée à Berlin, c'est un peu la chef de l'État allemande. Chef de l'État allemande finalement me le dit. Je rentre ici, le dirigeant français dit la même chose. Et finalement, nous allons nous orienter vers la nomination d'un seul patron à Airbus, c'est-à-dire en effet, ça sera un peu plus cohérent. Et je crois que c'est vrai dans tout, c'est-à-dire qu'il faut que les pays européens maintenant se serrent les coudes, arrivent à faire des choses ensemble si l'on veut tenir le choc face à l'émergence des nouveaux continents que sont l'Inde, la Chine, et même face aux États-Unis qui sont beaucoup moins naïfs que nous et qui arrivent en fait à se protéger tout en tenant un discours très libéral. Donc il faut que l'Europe se protège. Il faut qu'elle se protège contre les délocalisations vers les pays à bas salaire, mais qu'elle aide les pays à bas salaire à émerger, c'est-à-dire à accéder au développement. C'est ça le bon enjeu du nouvel ordre mondial. Et certainement pas tirer l'ensemble des gens vers le bas et créer des poches de chômage dans nos pays parce que ça fera dériver les gens vers l'extrémisme. Alors, on va prendre Momo en direct avec nous. Momo en direct d'Avignon. Bonjour Momo. Salut Momo. Salut Diffoul. Salut l'équipe de Sky. Salut Bonjour Momo. Madame Ségolène Royal. Bonjour. Voilà, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir si vous êtes élu, vous comptez faire quoi pour les jeunes des quartiers? Parce que moi, à titre personnel, j'avais posé, quand j'ai eu mon permis poids lourd, j'ai posé des CV un peu dans toutes les sociétés de transport autour d'Avignon. C'est Momo le routier. Oui. Eh oui. J'ai posé les CV. Le truc, c'est que sur 10 transporteurs, j'ai eu 2 réponses négatives et les autres, j'ai jamais eu de réponse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors hier, on a eu un autre témoignage, je crois que c'était... C'était un Momo aussi, C'était un Momo aussi, qui nous a appelé. Alors décidément, les Momos sont galèrent un peu pour trouver un taf. Et qui a fait un test. Les momos. Donc il avait essayé avec son nom, Momo, un CV avec son nom, puis il avait essayé un autre CV. Ouais, non, c'était Jean-Richard. Jean-Richard. Ouais. Et Jean-Richard a été pris à cause du cirque, peut-être, comme on disait hier. Et donc, bon, ça existe, ça. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur le métichage. Discrimination à l'embauche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Momo, là? Je vais répondre à... Vous l'avez depuis quand, votre permis de conduire poids lourd? Ça fait 1 an et demi, mais ça fait 1 an et demi que je suis en intérim. Il n'y a que l'intérim qui me donne ma chance. Alors, je trouve pas ça normal, quand même. Et au bout de l'intérim, le patron vous recrute pas? Non, il recrute pas. Et en plus, de toute façon, je vais vous dire, vu le salaire qu'il donne, je préfère rester en intérim, je gagne beaucoup mieux. Ah, donc c'est un choix, en fait. Déjà, il y a un choix, et de l'autre, de toute façon, les sociétés de transport qui m'intéressaient, ou dans lesquelles je pourrais gagner ma vie, ils m'ont pas donné ma chance. Ils vous ont pas donné votre chance, oui. C'est ça que je propose dans le pacte présidentiel. Ça, c'est du désordre pas juste, ça. Oui, c'est du désordre pas juste. D'abord parce qu'il y a peut-être une discrimination à l'embauche. Ouais. Ensuite, parce que il y a une exploitation des jeunes au sens où on les utilise. Et puis ensuite, on les met à la porte, on prend un autre jeune parce que ça donne lieu à des allègements de charges. Et donc, c'est un système qui est pas respectueux des jeunes. Et moi, je veux mettre en place les emplois tremplins. C'est-à-dire, je vais aider les entreprises à recruter les jeunes pendant 6 mois.
Ça ne leur coûtera rien, puisque ce sont les régions qui vont prendre en charge le salaire et les charges. Mais en contrepartie, je vais demander aux entreprises si les jeunes donnent satisfaction. À ce moment-là, qu'elles les recrutent. C'est ça qui dit c'est un tremplin, puis on saute dans le vide, et puis bon, au bout de quelques temps, c'est fini, quoi. Oui, mais ça, c'est aussi la société du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, on peut pas non plus faire croire aux jeunes qu'on va les payer sur une longue durée, quelle que soit la qualité de leur travail. Il faut aussi que eux fassent un effort pour s'adapter à l'entreprise et que l'entreprise fasse un effort pour respecter les jeunes. C'est-à-dire que si les jeunes font bien leur travail, à ce moment-là, ils doivent avoir un contrat de travail et ne pas servir de main-d'œuvre jetable parce qu'il y a un autre jeune qui attend à la porte et compte tenu du chômage, finalement, c'est très facile. Et donc, ce que je veux, là aussi, c'est du donnant-donnant. L'entreprise, elle aura un avantage parce qu'elle pourra avoir un jeune gratuitement, finalement, pendant 6 mois. Le jeune aura un avantage parce qu'il sera sécurisé dans un salaire pendant 6 mois. Il aura le temps de voir aussi s'il s'adapte à son emploi, à progresser pendant 6 mois, à voir s'il a besoin d'une formation professionnelle complémentaire pour être bien adapté à son travail. Et en contrepartie, il y aura un suivi personnalisé, c'est-à-dire je vais réformer la NPE pour faire comme au Danemark ou en Suède, où chaque jeune ou chaque personne d'ailleurs qui bénéficie d'un accompagnement ou d'une prestation a en même temps un tuteur, c'est-à-dire quelqu'un sur lequel s'appuyer. C'est-à-dire si par exemple l'employeur vire le jeune pour en reprendre un autre parce que ça lui coûte moins cher, à ce moment-là le tuteur intervient, négocie avec l'employeur, fait médiateur, regarde si les raisons sont justes. Et à ce moment-là, si elles ne le sont pas, accompagne le jeune vers un contrat de travail qui est demandé à l'employeur. Et pour tous ceux qui disent que ça coûte cher, tout ça, là, les emplois tremplins, non, ça coûte pas cher. Mais vous savez, c'est le chômage qui coûte horriblement cher. C'est le fait que les jeunes qui sont qualifiés ou diplômés ou qui ont un métier se retrouvent au chômage. Ça coûte terriblement cher à une société parce que ça sape les fondements de la société, ça sape le sens même de l'effort scolaire. Quand le grand frère ou la grande sœur a un diplôme, se retrouve au chômage ou discriminé, le petit frère ou la petite sœur qui est à l'école se dit à quoi ça sert de bien travailler puisque mon grand frère, ma grande sœur, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont travaillé et puis finalement ils se retrouvent au chômage. Donc c'est moi j'étais à l'école il y a pas longtemps. J'ai arrêté, pourquoi? Parce que quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient diplômées, j'ai dit ça sert à rien de continuer mes études. Alors là il y a un message, c'est un message de Bourriquet, regardez Madame Royal. Un travail parce qu'on a besoin de les entreprises de transport sont des entreprises qui ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc je suis sûr que vous allez trouver. Bon, on espère pour toi, Momo. Hein. Ouais, Momo, s'il y a quelqu'un qui nous écoute du côté d'Avignon et qui cherche quelqu'un pour conduire un camion, Momo le routier. Eh ben on te file les coordonnées. Allez-y sur les SMS et sur le net, vous nous laissez vos messages. Tu bouges pas, Momo, hein. Et j'espère qu'on trouvera un taf. Ah oui, je voulais lire le message de Bourriquet là. Il nous dit le SMIC à 1500 € pour tout le monde, c'est de l'assistanat. Moi j'ai bac plus 3 et je suis payé pareil à la base. Oui, mais c'est 1500 € au bout de 5 ans. Déjà, vous savez, le SMIC. Ce qui n'est pas énorme non plus. Hein. Non, le SMIC net aujourd'hui est à 980 €. Mais cette question est très importante parce que. Oui, il dit qu'en fait, en faisant des études, ça sert à rien, puis de toute façon, tout le monde sera payé à 1500 €. Non, parce que ce que j'ai dit, c'est que on va maintenir le profil de carrière. Tous ceux qui sont à 1500 € déjà aujourd'hui ou au-dessus vont bouger aussi vers le haut. C'est-à-dire, c'est une revalorisation de l'ensemble des salaires vers le haut grâce à la formation professionnelle. Et à ceux qui disent Donc ça, c'est très important parce que ça a été mal compris, le SMIC à 1500 €. Les gens ont pensé que finalement le SMIC allait monter, que les autres salaires allaient pas bouger. Et donc, ceux qui aujourd'hui sont au-dessus du SMIC, ils sont plusieurs millions, tout d'un coup, allaient devenir smicards. Moi, je ne veux pas d'une société française qui a le sentiment d'être tirée vers le bas. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que il va y avoir une négociation entre partenaires sociaux, entre les représentants des salariés et les représentants des patrons. Pour réévaluer les salaires, pour gagner plus. Pour redéfinir la hiérarchie des salaires. Et comment est-ce qu'on augmente un salaire pour que ça soit à la fois gagnant pour l'entreprise et gagnant pour le salarié. Ouais, parce que Sarkozy il dit que l'entreprise va licencier des gens parce que ça va lui coûter plus cher. Mais non, c'est n'importe quoi. Ça c'est une vision statique de la société. C'est une vision. D'ailleurs, aujourd'hui, regardez, la droite est au pouvoir, la machine économique est totalement bloquée. On n'a jamais eu autant de déficit public, de pays est endetté. Et pourquoi le pays vote à droite? On a vu les sondages, il y a 60% de la France pour des partis de droite ou des candidats de droite et 40% des Français qui sont pour des candidats de gauche. On verra les résultats.
Mais peut-être parce que les clivages traditionnels droite-gauche ont besoin d'être expliqués et que les gens n'ont plus envie d'être instrumentalisés. C'est pas parce qu'on se colle sur le front une étiquette gauche en disant votez pour moi que ça marche. Et que pour la gauche, c'est toujours plus difficile parce qu'on a besoin d'abord de réformer. Et les gens se disent toujours, mais dans la réforme, est-ce que je vais être gagnant ou perdant dans ces réformes? Alors finalement, il y a souvent ceux qui disent, moi je bouge rien. Comme ça, c'est sûr, ils sont sûrs de mécontenter pas grand monde. Vous savez, il y a un dicton comme ça, Poitevin de ma région, qui dit il y a que Chola qui fait rien, qui peut contenter tout le monde. Oula, alors il y a que Chola qui fait rien, qui peut contenter tout le monde. C'est presque du slam, ça. Hein. C'est du Poitevin, presque, oui. Voilà, ça veut dire celui qui fait rien, ça, il mécontente personne. Ça, c'est sûr. Sauf que quand une société ne bouge plus, n'investit plus, ne risque plus, à ce moment-là, elle s'éteint un petit feu. Et moi, je veux une France qui innove, qui prenne des risques. Je veux qu'on apprenne aux jeunes le goût d'entreprendre, apprendre à entreprendre. Et donc, je crois que c'est en leur donnant la sécurité dans la famille, dans l'éducation, dans le travail, dans le salaire, que l'on poussera aussi les salariés à prendre des risques. Et puis qu'on poussera aussi des jeunes à créer leurs activités, leur emploi. Et c'est pour ça que j'ai aussi mis en place l'idée de donner aux jeunes un prêt gratuit de 10 000 € pour réaliser leur projet. Alors il y a des questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on te donne en échange? Comment ça se passe? Vous pouvez répondre tout de suite puisque vous abordez le sujet. Dans ma région, je vais très loin. Il y a Nassim qui demande ça. Je donne jusqu'à 10 000 €. C'est même pas un prêt. C'est une subvention de la région qui n'est pas remboursable. C'est ça, un cadeau. Alors il y a plus. Alors moi je vais déménager. Tu veux déménager où, Romano? Dans le Marais Poitevin. Tu mangeras du chabichou et tu parleras Poitevin. En plus c'est joli là-bas. Et donc on regarde le projet avec le jeune. Donc il y a un atelier de la création avec des parrainages, des jeunes chefs d'entreprise qui viennent donner un coup de main, des comptables, etc. Donc on accompagne. Un jeune qui a un projet, il y a plein de choses qui se créent, de l'artisanat, du commerce, des activités de service, de l'informatique, des filles qui montent des associations de garde d'enfants, etc. Donc c'est un truc que vous aimeriez faire sur la France entière. Oui, dans tous les domaines, et ça marche. Donc ça, comment dirais-je, l'aide financière peut aller jusqu'à 10 000 € quand le projet est gros, mais on regarde le projet, il y a un petit jury qui détermine le montant. Il y a des jeunes qui ont ouvert des cafés dans les quartiers, des commerces dans les bas d'immeubles, etc. Et quand, au bout d'un certain moment, j'ai vu que il y avait qu'un certain nombre de jeunes qui avaient accès à l'information. Et dans les zones urbaines sensibles, j'en ai 14 dans ma région, il n'y avait aucun projet. Je dis, il y a quand même un problème que les jeunes des quartiers se disent, c'est pas pour nous, on n'y arrivera pas, comment on fait, etc. Et donc, j'ai déménagé le service de la région dans les quartiers avec une tente. On a planté la tente dans les quartiers. Et ce sont les services de la région qui s'est déplacés, qui étaient dans le quartier. On a pris quelques jeunes témoins qui avaient réussi à créer leur entreprise pour parler aux autres jeunes. Et aujourd'hui, on a créé 2000 micro-entreprises sur la totalité de la région. Donc c'est des choses extraordinaires. Ça fait 2000. Ça veut dire les jeunes qui créent leur emploi. Donc c'est y compris dans le domaine culturel, il y a plein de jeunes qui ont créé aussi des entreprises culturelles. La mécanique, l'informatique, la réouverture des commerces, etc. Et on les accompagne parce que souvent une entreprise se crée assez facilement. Et puis c'est au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il faut qu'elle tienne, qu'elle résiste. Et souvent les banques se font tirer l'oreille parce qu'elles prennent pas de risques. Les jeunes ont du mal lorsqu'ils n'ont pas de caution à trouver des prêts. Donc avec la caution de la région, ça passe plus vite. Oui, c'est la région qui apporte la caution. Et là, ce serait l'État qui serait caution si vous êtes présidente. Oui, non, je garderai le travail auprès des régions. Je pense qu'il ne faut pas recentraliser des choses qui marchent. Et comme je donnerai aux régions beaucoup plus de responsabilités parce qu'elles sont en proximité des entreprises et des activités, ce sont elles qui auront les moyens de continuer cette action. Ok, on va lire plein de messages là tout à l'heure, les uns derrière les autres, comme ça vous répondrez rapidement à tous les messages que je vais vous lire. Sinon, ah oui, j'ai un cadeau pour vous dans un instant, 2 même. Ah bah oui, hein. Et la galanterie Skyrock, c'est ça un peu. On sait recevoir. On sait recevoir. Donc 2 cadeaux pour vous. Je sais que vous aimez bien Diams. Oui. Oui, voilà. Oui. Et oui, on a une petite surprise pour vous. On écoutera un bout de Ma France à moi, petit bout parce qu'on va garder le reste du temps pour répondre à toutes les questions. Et il y en a vraiment beaucoup, des questions sur l'immigration, des questions sur encore des questions sur l'école. Ah oui, des questions sur l'école. On va y revenir. Faut pas que j'oublie. Ah puis le premier cadeau, c'est regardez, j'ai fait le même à Nicolas Sarkozy. Vous m'en voulez pas, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'ai dit que c'est fait le même à Nicolas Sarkozy, vous avez fait une drôle de tête, Madame Royal. Non, c'est pas le même. C'est un autre. Alors décrivez un petit peu à tous ceux qui nous écoutent. Alors c'est un joint, ça. C'est ça, voilà. Voilà.
Il est bien emballé, hein. Ah bah, ouais, un cadeau quand même. Hein. Donc c'était pour vous lancer un petit peu là-dessus, parce qu'il y a plein de questions sur la dépénalisation du cannabis. Alors on en a parlé à Nicolas Sarkozy qui veut changer la loi de 70 pour revenir à une pour l'instant c'est un délit et veut mettre des contraventions. François Bayrou il sait pas trop, mais bon a priori bon. Bon, de toute façon tout ça est un peu hypocrite parce que plus personne n'est mis en prison pour consommation personnelle, c'est le trafic. Ouais, mais on est quand même, les gens qui fument sont quand même considérés comme étant des gens qui sont des délinquants en fait. Oui. Parce que puisqu'on fume, quand on fume, c'est pas légal. Oui, mais il n'y a pas plus de punition. Mais vous l'avouerez avec moi. Moi, alors là-dessus, sur le chichon, c'est que l'alcool, on a parlé hier avec François Bayrou. L'alcool, bon, tout le monde peut en boire. C'est plutôt une drogue adulte, on va dire. Le chichon, c'est plutôt une drogue jeune. Il y en a une qui est tolérée et une qui est pas tolérée. On peut pas parler de drogue. Pour l'alcool. Mais c'est surtout la consommation de. Sarkozy disait pareil. De plusieurs produits toxiques en même temps qui posent problème aujourd'hui. C'est les multiconsommations qui posent problème. Oui, mais pour le chichon, par exemple, pour le mec qui fume un ouinge le soir quand il rentre chez lui. Ouais, c'est comme un apéro, quoi. Ouais. Non mais c'est un peu l'apéro des jeunes. Quoi. La question que vous posez, c'est une question de cohérence par rapport au degré de toxicité des produits. Et là, c'est vrai que vous avez. C'est même pas ça, c'est qu'on est grand. Je veux dire, quand on a 18 ans, quand on a 18, 20 ans, 30 ans, qu'on est majeur, c'est notre vie, non ? Le problème ensuite, c'est la transgression. C'est-à-dire, à un moment, il faut une limite. Donc c'est vrai que si c'est une forme de transgression. Mais la limite pour les adultes. C'est une force de transgression. Il y a un problème de santé publique et puis il y a un problème de signal que l'on donne. C'est vrai que si on dépénalise, à ce moment-là, les jeunes auront envie de transgresser des drogues plus dures. Donc, est-ce qu'on peut prendre cette responsabilité-là ? C'est toujours. Mais on voit que ça sert à rien la lutte contre le. Mais de toute façon, je vais vous dire, je pense que l'alcoolisme des jeunes est un problème aussi grave. Et il y a eu des actions de sensibilisation, de lutte contre la toxicomanie, et il y en a eu beaucoup moins de lutte contre l'alcoolisme. Et aujourd'hui, l'alcoolisme des jeunes est un vrai fléau. Voilà, parce qu'il y a beaucoup moins d'éducation à la santé de ce côté-là. Donc la suite, si vous êtes élue présidente là-dessus, vous faites quoi ? La loi de 70, je crois pas que je changerai les choses. Vous bougez pas ? Non. Si la loi, c'est si on est pris avec un ouinge, on risque 2 ans de prison. Mais non, vous savez que mais on risque. Pas. Oui, mais vous savez que c'est absolument pas. Mais si vous êtes présidente, oui, mais si un jour il y a quelqu'un qui est un peu plus, je parle pas de Nicolas Sarkozy, mais quelqu'un qui est encore plus à droite, et qui prend cette loi et qui dit bon, on va l'appliquer maintenant. Bah, il appliquera la loi. Il va y avoir du monde. Il va falloir clairement agrandir les prisons. Tu as raison, Romano. Ah ouais, ça. Oui, Oui, mais alors, est-ce que ça fait pas partie d'une forme de plaisir des jeunes de transgresser ? Si. Alors. Mais... Ah, merci de le reconnaître. Vous voyez, donc, si jamais vous repoussez la limite, les jeunes auront envie de transgresser. Sauf si c'est autorisé aux adultes. Les jeunes auront envie de transgresser des drogues plus dures. Non, c'est juste pour dire quand on est grand, on a le droit de. Est-ce que mon raisonnement est juste ou pas ? Je comprends. Voilà. Donc c'est. Je suis assez bloqué là-dessus, moi. En revanche, le plus gros travail, c'est contre l'alcoolisme des jeunes, je crois. Ok. Voilà. Bon, voilà, c'était mon petit cadeau. Vous l'avez gardé parce que Nicolas Sarkozy, lui, il l'avait jeté. Oui, posé vite. Il l'avait vite posé, ouais. Bon, on va se retrouver dans un instant avec vous tous en direct. Il y a Jérémy qui veut poser des questions. Il y a plein de filles aussi qui veulent poser des questions pour vous, Madame Royale. Regardez, il y a Marie qui veut nous parler de l'Afrique. Je sais que vous aimez bien. On en parlait tout à l'heure. Vous êtes né à Dakar, vous êtes né au Sénégal. Et vous avez parlé d'ailleurs de l'Afrique lors de lors d'un de vos congrès là. Juste après, le congrès du début février, c'est ça. Vous avez eu Oui, parce que je suis allée récemment en Afrique pour voir le village de pêcheurs là près de Dakar, d'où partent les pirogues pour rejoindre clandestinement les côtes européennes. Les îles Canaries, tout ça. Et où un jeune sur 2 meurt noyé. Donc je suis allée voir les mamans qui étaient là. Il y avait une centaine de femmes rassemblées. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même un gros problème dans l'aide au développement, parce que l'argent d'aide au développement n'arrive jamais. Donc il y a de l'argent qui est donné pour le Sénégal, mais il n'est jamais donné aux Sénégalais. Oui, et puis dans d'autres pays, l'argent n'arrive pas. C'est-à-dire que même pour faire la cuisine, elles n'ont pas de réchaud solaire. Elles se chauffent au gaz. Donc quand la bouteille de gaz est épuisée, il faut attendre 15 jours. Enfin, c'est hallucinant. Les modes de développement que les pays riches ont imposés aux pays les plus pauvres de la planète, alors ces pays ont l'énergie solaire gratuite, et que sur toutes les maisons, il devrait y avoir des panneaux solaires. Tout devrait fonctionner à l'énergie solaire. C'est un atout extraordinaire
extraordinaire. Eh bien non, ça n'existe pas. Donc je crois qu'il faut repenser de fond en comble l'aide au développement, faire des circuits courts, mettre en place des microcrédits, s'appuyer très fortement sur les femmes et sur les groupes de femmes parce que ce sont elles qui font le travail de la terre, ce sont elles qui ont des projets, ce sont elles qui se battent pour que leurs enfants cessent de fuir dans des conditions dramatiques les côtes de leur pays, et il y a une sorte de désespoir, et c'est une utopie réalisable. L'Afrique devrait être un pays très développé parce qu'il y a tout pour y réussir, à condition qu'on lutte aussi contre le réchauffement planétaire, parce que ce sont les pays les plus pauvres de la planète qui subissent le réchauffement planétaire, c'est-à-dire les zones en voie de désertification. Il fait déjà chaud en Afrique, donc il va faire encore plus chaud. Exactement. C'est ça, ouais. Et vous savez qu'il y a des déplacements de population, des millions de déplacements de population qui fuient les zones de plus en plus désertifiées, et ça, ce sont des risques aussi d'explosion humaine. Et on continue à couper le bois en forêt pour faire la cuisine, ce qui est aberrant, alors qu'il y a l'énergie solaire. C'est aberrant. Donc il faut repenser de fond en comble ces politiques, et c'est le meilleur moyen de lutter contre l'immigration de la misère. Et certainement pas en mettant des barbelés autour des frontières de l'Europe. De toute façon, ça sera totalement inopérant. On va reparler de l'immigration, on va parler de tout ce que vous voulez. En gros, c'est vous qui décidez. Vous nous appelez ici à Sky 01 53 40 30 20. Il y a Lionel qui fait la queue là. Il y a vos messages aussi sur le skyrock.com et sur le 41 Sky. Et un petit diams pour vous faire plaisir là. Dans un instant, on écoutera un petit bout de ma France à moi. Et puis on revient juste après la pub. À tout de suite, Madame Royale. PS3 de Sony, Nintendo Wii, iPod vidéo. Je vais prendre la PS3. Je vais prendre l'iPod vidéo. Toi aussi tu les veux tous les matins sur Skyrock. Écoute Diffoul. Et gagne ta PS3, ta Wii, ton iPod vidéo. Franchement, vous êtes des ouf, franchement, merci. PS3 de Sony, Nintendo Wii, iPod vidéo. Pour les choper, les Second-Carte tous les matins dès 6h, 9h. Dans le morning de Diffoul sur Skyrock. Bouge ton vote. L'émission spéciale sur Skyrock. Avec Ségolène Royal ce matin, tiens, cadeau pour vous, Ségolène Royal, diams. Bouge ton vote. L'émission spéciale sur Skyrock. Et l'émission spéciale ce matin avec Ségolène Royal en direct avec vous tous sur Skyrock, ça se passe bien? Ça se passe bien. Bon, vous avez vu, il y a des réactions par rapport au cannabis. Oui, Alors, j'ai vu une ça, idée, ouais. démocratie participative, je vous disais. Notez bien celle-ci. Beher qui vient d'arriver. Bonjour à toi Beher sur le 41 Sky, qui nous dit légalisation du cannabis égale ouverture de coffee shop égale nouveaux emplois. Oui, c'est une Voilà. façon de voir les choses. Mais ils peuvent ouvrir aussi un café Sego. Alors qu'est-ce que c'est un café? Je sais que vous avez un Skyblog déjà. Oui. C'est quoi? C'est Voilà, sroyal.skyblog.com. Voilà. Faut aller voir. Plus l'autre, Désir d'avenir. .org, et en effet, là, je viens d'ouvrir un Skyblog. C'est votre fils qui s'occupe de toute votre activité internet. Tous ses copains, oui, c'est super. Et c'est lui qui s'est proposé, il est venu vous voir, il a dit je vais faire ton site internet. Oui. C'est ça. Et vous avez dit ok, vas-y. Oui. D'accord. C'est super, je trouve. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien. Il vous donne des idées Alors, parfois, il y a non des cafés Ségolène pour discuter, justement, qui s'ouvrent un peu partout dans la France. Avec au fond un avec coffee dans shop. des lieux. Voilà. très- Dans l'arrière-salle. Dans l'arrière-salle, il y a un coffee shop. Bon, alors plein de questions. Il y a plein de messages qui me disent Diffoul, j'ai envoyé plein de messages, t'en as pas lu un seul. Et bon, alors je vais essayer d'en lire un maximum. On va essayer de vous prendre en direct aussi là. Il y a Lionel qui est à Paris avec nous. Tiens, on va prendre Lionel en direct. Il a 23 ans, Lionel, Madame Royal. Allô, Lionel. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Yo-Yo? Bah, ça va très bien. Bah, bonjour à Madame Royal. Bonjour. J'avais une petite question, c'est que donc là, actuellement sur Paris, je trouve qu'il y a excessivement d'agents de force de l'ordre. Non, honnêtement, que ce soit dans les gares ou dans les choses en genre, on a l'impression d'être aux États-Unis légèrement, quoi. Donc avec un pays super sécuritaire, donc j'ai un petit peu peur qu'il y ait des dérives. Et là, il y a pas longtemps, je suis parti en Belgique et je me suis dit c'est vraiment un Eldorado. Il y a Ils sont plus cool les Belges. personne. Carrément cool, ouais, carrément. Il y a pas, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas plus de délinquance, qu'il n'y a pas plus de problèmes d'immigration que ça. Et pourtant, j'ai croisé des Marocains, j'ai croisé des Algériens, j'ai croisé des jeunes issus de l'immigration sans aucun souci qui étaient acceptés dans la société belge. Et il n'y avait pas autant de problèmes que ça vis-à-vis de la police. C'est un pays bien métissé aussi, la Belgique. Hein. C'est vraiment un pays intéressant. Et après, par rapport à ça, je suis
revenu en France, à peine arrivé à la gare du Nord, hop, contrôle d'identité. Sympa l'accueil. Bienvenue en France, bon retour. Bienvenue. Donc, je sais pas si ça serait une bonne initiative de prendre exemple par rapport à ça sur nos voisins européens, dont la Belgique, parce que si ça se passe comme ça, si ça continue à rester comme ça en France, avec beaucoup d'états policiers, tu te sens un peu oppressé, quoi. Ouais, moi, non, il est clair, que ce soit Madame Royal, que ce soit Bayrou ou Sarkozy, encore plus Sarkozy. Si t'auras l'impression qu'il y aura toujours plus de police, quoi. Ouais, moi, je vais partir en Belgique ou au Luxembourg, ça c'est clair. Bonjour et bienvenue, ami. Oui, viens. Donc, et pourtant, j'aime la France, je suis français, je suis né ici, mes parents sont d'origine antillaise, nés en France, donc tu vois, il y a pas de souci, mais honnêtement, si ça continue comme ça, il est clair que moi, je prends mes valises et je me barre ailleurs, j'adore la France. Faut rester, ça va changer. Il y a Nicolas Sarkozy qui dit qu'il a fait baisser la délinquance grâce à ça, d'ailleurs, grâce au fait qu'il y ait moins de... Ce qui est faux, d'ailleurs, quand on regarde en 3 ans, le nombre d'atteintes aux personnes a augmenté de 80%. C'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de délinquance, mais on se fait plus casser la gueule, si j'ai bien compris. Et puis surtout, le service public de la police est mal réparti sur le territoire national. Voilà, c'est-à-dire il a supprimé la police de proximité. Mais il veut faire une police de... on en a parlé samedi, c'est quoi sa police qu'il veut faire? Mais il veut pas monter des commissariats dans les quartiers, non? Ouais, enfin c'est un espèce de retour de la police de proximité, ça s'appelle pas pareil. Oui, il l'a supprimé, donc il est temps de se rendre compte que ça a fait quand même pas mal de dégâts. Moi, ce que je propose, d'ailleurs les maires le demandent aussi, les jeunes le demandent aussi, qu'il y ait une police de quartier de proximité qui connaît la population. Et qui des gens qui vivent dans le quartier, quoi. Oui, c'est ça, qui est en proximité, qui est là, qui respecte les gens parce qu'ils les connaissent. Vous savez, je crois que ce à quoi il faut mettre fin, c'est une société où les gens ont peur les uns des autres. Il y a des policiers qui ont peur d'aller dans certains quartiers parce que d'abord ils y sont pas connus, c'est vécu comme une agression. Il y a des contrôles d'identité. Il y a des gens qui se font contrôler plusieurs fois par jour, quand même. Faut bien le dire, et ça, il faut que ça cesse. Et inversement, il y a des jeunes qui ont peur des policiers, qui se mettent à courir quand ils n'ont rien à se reprocher. Et ça, c'est pas acceptable non plus. Ouais, non, ça c'est un petit peu facile quand même. Comment ? De dire que c'est un petit peu facile de dire que, étant donné que j'ai peur de la police, je me mets à courir. Si on n'a rien à se reprocher, on court pas. Attendez, il y a plein de jeunes qui ont peur des policiers, même lorsqu'ils n'ont rien à se reprocher. Ça, c'est chanté même dans certains morceaux. Dans certains morceaux, oui. Moi j'ai peur. Romano, alors. Non, mais par exemple, ce que je veux dire par là, c'est l'impression d'être surveillé un peu épié tout le temps. Se connaissant mieux, que les gens comprennent les contraintes des uns et des autres et qu'on se respecte. Et le rôle de l'État, c'est d'établir justement des règles. Pour que les citoyens puissent comprendre qu'il y a des fonctions que l'État doit exercer, la fonction de protection de la sécurité des citoyens, et qu'en même temps, il faut que ça soit fait aussi en osmose avec les citoyens. Donc il y aura plus de police, plus de commissariats, plus d'endroits. Ça sera différent. C'est-à-dire, ça sera une police. Je vais recréer une police de proximité, mais qui s'appellera la police de quartier. D'abord parce que moi, je souhaite aussi que, comme dans les écoles, ce soit aussi des policiers volontaires qui viennent dans les quartiers. Dans les écoles, il y aura des policiers. Qui soient mieux payés. Là où c'est plus difficile, il faut être davantage payé. Il faut venir aussi souvent parce qu'on a envie d'être dans les quartiers. Et je crois qu'il faut cesser d'abord avec un discours public qui incite à la haine, à la hargne, à la méfiance réciproque, et au contraire faire en sorte qu'il y ait un discours national qui demande à chacun de respecter les mêmes droits, les mêmes devoirs, et donc de se respecter mutuellement pour pouvoir vivre ensemble. Et là-dessus, je peux vous dire qu'il y a un énorme travail à faire. Et vous avez dit dans les écoles, il y aurait des policiers ? Non, pas dans les écoles, mais aux abords des établissements. Ah, vous parlez devant les... Ouais. Il y a les comités de sécurité locaux où les policiers de quartier travaillent avec les directeurs d'école ou les principaux de collège, avec les associations de parents. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'il y a de la violence, il y a du racket à la porte des collèges. Et moi, je veux une société où aucun enfant n'ait peur le matin en allant à l'école. Mais je voudrais dire aussi que souvent, sur les jeunes qui sont les premières victimes des violences. Donc il faut faire attention à tout ce qui caricature et qui voit en chaque jeune un problème. Moi, je considère que les jeunes, ce ne sont pas un problème, c'est la solution au problème qu'a la France aujourd'hui. En tout cas, une grande partie de la solution. Content, Lionel? J'ai une toute petite question. Vas-y vite, parce qu'il y a Leïla qui pousse derrière. Et non, mais rapidement, c'est vas-y.
par rapport à tout ça, moi j'ai grandi entre guillemets avec l'époque François Mitterrand, donc la gauche au pouvoir, et j'ai senti aussi cette notion de la présence policière quand même aussi présente, mais c'était dans un état d'esprit totalement différent. Donc entre guillemets, ce que vous voulez nous dire, Madame Royal, c'est que par rapport à tout ça, on va revenir à une police un petit peu plus proche des gens, qui respecterait peut-être plus les gens. Ouais, bonjour garçon, viens fumer un ouinge, viens. Non mais pas ça. Bien commissariat, bien. Une police plus respectueuse des gens, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'est ça. Et réciproquement. La réciproque va être difficile, je pense, parce que vu les antécédents, c'est ça que tu veux dire. Pourquoi ? Mais réciproquement, c'est-à-dire qu'il faut considérer que la police est un service public et donc au service de la population. Voilà. Et pour protéger la population. Mais si elle est vue comme une crainte ou comme une menace, à ce moment-là, c'est la République qui est déstructurée. Et donc aussi, il faut apprendre à la population que la police est là pour la protéger. C'est pas le sentiment qui règne en tout cas. Ah non, c'est pas le sentiment qui règne aujourd'hui, ça c'est vrai. Et ben c'est ce sentiment-là qu'il va falloir rétablir, c'est-à-dire de la citoyenneté pour tous. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Merci. Et peut-être que je voterai pour vous. J'espère. Merci. Je pense que je peux. Au revoir. Salut Lionel, raccroche pas Lionel. De rien Lionel. Appelez-nous ici à Sky, on est avec Ségolène Royal ce matin en direct jusqu'à 10h du matin. Il y a Leïla qu'on va prendre en ligne avec nous. Leïla en direct de Toulouse. Salut la Toulousaine. Voilà. Salut Leïla. Bonjour. Salut. Bonjour. Vous avez vu, vous avez tous les accents sur Sky, tous les accents, tous les prénoms, toutes les couleurs, toutes les îles. Voilà, c'est voilà. Bonjour Madame Royal. Oui, bonjour. Ouais, donc moi j'avais une question par rapport à l'immigration en fait. Qu'est-ce que vous connaissez faire pour l'immigration en fait ? Je veux dire parce que moi j'ai des cousins, des oncles. T'es de quelle origine toi Leïla ? Ouais. T'es de quelle origine toi ? Pardon ? T'es de quelle origine Leïla ? Marocaine. Marocaine, et tu viens d'où au Maroc ? De Meknès. Meknès. Ouais. Voilà, donc c'est ça en fait, et moi j'aurais aimé savoir ce qu'elle compte faire en fait pour faciliter un peu. Pourquoi t'as de la famille au Maroc, toi, qui a envie de venir, qui a envie de venir habiter en France ? Non, mais que ce soit pour le travail ou que ce soit pour, je sais pas moi, pour autre chose. Donc moi je sais pas, moi j'aurais voulu, parce que Sarkozy propose des choses qui forcément ne sont pas, comment se dire. Ça te plaît pas ? Voilà, c'est exactement ça, voilà. Non, mais bon, voilà, j'aurais aimé savoir ce que propose Madame Royal. Alors, Madame Royal. Moi, je propose des règles claires. C'est-à-dire, quand j'entends que Monsieur Sarkozy propose un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Il y a beaucoup de questions pour ça aussi. C'est insupportable, parce que ça veut dire que les immigrés vont menacer notre identité nationale. Vous savez, il y a un Français sur 3 qui a au moins un grand-parent d'origine étrangère. Alors, vous vous rendez compte, si ça avait menacé l'identité nationale, ça se saurait. Deuxièmement, ce qui est inadmissible dans ces propos, c'est de mélanger l'immigration régulière et l'immigration clandestine. C'est-à-dire que pratiquement tout immigré devient suspect. Et ça, je trouve que c'est abominable, parce qu'il y a déjà tellement de discrimination qu'en plus, imprimer dans l'esprit des gens que tout immigré est suspect et menace l'identité nationale, c'est inadmissible. Mais lui, par rapport à l'identité nationale, il dit c'est pour expliquer aux gens qu'on est français, qu'on est fier d'être français, comment ça marche ici. Il parle de laïcité, il parle de république. Il y a beaucoup de jeunes qui sont français et qui sont traités comme des étrangers. Il y a des jeunes qu'on appelle encore de 2e, de 3e, de 4e génération, dont les parents ou les grands-parents sont venus ici, souvent ont combattu pour la liberté de la France, ce sont les anciens combattants, sont venus dans les usines automobiles, c'est-à-dire les patrons sont allés les chercher, les ont déracinés de leur pays, souvent on leur a même pendant des années interdit de faire venir leur famille. Aujourd'hui, les enfants sont nés en France et ils sont encore considérés comme des étrangers. Alors maintenant, ça suffit. Ça suffit parce que c'est un gaspillage immense et des frustrations, ce sont des humiliations. Et moi, je dis que la France a besoin que tous ces jeunes puissent s'épanouir, puissent mettre au service de la France le talent, leur jeunesse, leur énergie, leur potentiel, et que si la France est en panne, c'est parce qu'il y a un gaspillage d'énergie et de talent. Et moi, je donnerai à tous ces jeunes ce que je veux donner à mes propres enfants. D'abord, c'est la certitude qu'ils peuvent tous réussir à l'école dans des conditions identiques. C'est pourquoi je ferai le soutien scolaire individuel gratuit aux enfants pour compenser les inégalités familiales de départ. Ensuite, je vais valoriser l'ensemble des métiers que choisissent ces jeunes. Il y aura aussi des écoles de la seconde chance pour que des jeunes qui échouent à l'école puissent à nouveau se remettre debout. Et puis des internats de proximité. Ça, je crois que c'est très important pour que les jeunes
dès l'école primaire, s'ils n'ont pas les moyens de bien travailler à l'école chez eux, ou ils sont tentés par le quartier, puissent être... Ouais, ou qu'ils n'ont pas la place, ou qu'il y a d'autres frères à la maison. Qu'il y a d'autres frères et sœurs, qu'il y a du bruit, etc. Parce que aussi dans certaines écoles, la réussite scolaire est dévalorisée. Ça c'est vrai aussi, hein, certains élèves finalement dénoncent ceux qui réussissent parce qu'il y a un renversement des valeurs, c'est-à-dire qu'il y a une telle demande de réussite à l'égard de l'école qu'un jeune qui est en situation d'échec scolaire en veut à l'école. Mais moi je regarde ça de façon positive, et c'est vrai quand les bons élèves sont traités de bouffons ou sont bousculés à la sortie de l'école parce qu'ils ont des bonnes notes, ça c'est pas possible. Il y a Karim qui rit derrière. Karim il l'a fait, Karim. Non, Karim c'est un cancre. Mais non, je suis un bon élève, c'est pour ça. Voilà, Karim a été traité de bouffon. Voilà. Oh oui, bien sûr. On m'a bousculé aussi. Ouais. Voilà. Bon, et ben ça, non, c'est pas bien, et en même temps je comprends. Parce que je crois que finalement il y a un désespoir, c'est-à-dire il y a plein de jeunes qui auraient bien voulu réussir à l'école, qui en ont pas eu les conditions, dont les familles ont été démunies pour les aider, qui ont été traités de bons à rien. Et moi je crois qu'un enfant qui est traité de bon à rien pendant une année scolaire, il devient bon à rien. Un enfant à qui on dit tu réussis pas bien, mais tu vas faire un effort et tu vas y arriver. Regarde comme tu sais bien faire de l'ordinateur, donc c'est que tu es capable de faire des maths ou d'apprendre correctement à lire. Et l'enfant il va s'extirper, il va faire un effort, il va se pousser en avant et il va essayer d'être à l'image du regard positif que l'adulte qui est en face de lui pose sur lui. Voilà. Et donc il va s'en sortir, il va réussir, il va s'arracher. Leïla, contente, satisfaite? Ouais, non, mais j'ai tout écouté. Parce que, d'accord. Mais si t'es pas d'accord, dis, hein. Ce que j'aurais aimé savoir aussi, c'était par exemple, genre aussi des gens qui sont en une situation irrégulière. Ce qu'elle compte faire. Vous comptez les régulariser au cas par cas ou... Oui, au cas par cas. Ouais, c'est cas par cas, vous aussi. Ouais. D'accord. Tu dis vous aussi, pourquoi? Parce que tu l'as entendu chez qui? Ouais, c'est Bayrou aussi, non? C'est Bayrou qui l'a dit aussi. Oui, mais c'est pas possible de faire des régularisations massives et généralisées. Ils l'ont fait en Italie et en Espagne. Ils l'ont fait en Espagne aussi. Ils l'ont pas fait de cette façon-là. Ce qu'ils ont fait en Espagne. C'est pourquoi ils l'ont fait en Italie. C'est parce qu'ils l'ont fait, c'est parce que s'ils régularisent pas des immigrés, l'Italie est un pays qui vieillit de plus en plus, il y aura plus d'argent pour payer parce qu'ils ont besoin de salariés. Les retraités et tout ça, hein. Et moi, je l'ai déjà dit, ça aussi. Je ne suis pas hostile à ce que je ne veux pas, c'est que il y a des gens qui soient exploités en étant payés au noir par des employeurs qui ne les déclarent pas pour pas payer de charges. Donc je l'ai dit ça. Ce que je ferais, c'est que, par exemple, j'avais l'autre jour des ouvriers du bâtiment qui disaient nous on travaille au noir, on n'est pas régularisé, on voudrait bien avoir notre carte de travail et de séjour. Je dis ça c'est tout à fait normal. Et donc il y aura un délai. Un moratoire pour les employeurs. Je vais leur dire vous avez 6 mois pour régulariser vos salariés, parce que les salariés donc ils ne seront pas condamnés pour avoir fait travailler des gens au noir. Voilà. Ouais. Mais et du coup d'ailleurs mais vous avez 6 mois pour les régulariser, et du coup d'ailleurs ça fera rentrer des cotisations sociales. Et après si c'est pas régularisé, un petit coup d'ordre juste. Et voilà. Après on applique la loi. Mais au moins si vous voulez, sur la question du travail, on remet les compteurs à zéro. Et puis je pense aussi qu'il faut que la France soit plus ouverte à l'égard d'une main-d'œuvre qualifiée qui aujourd'hui, faute d'être reçue correctement en France, va au Canada, va dans d'autres pays, États-Unis, alors qu'on a besoin. Et je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais dans le train. Lequel? Et Paris-Poitiers. Et en face de moi, il y a un jeune se met à pleurer. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vous arrive, etc. Et c'était un jeune ingénieur, tenez-vous bien, un ingénieur informaticien iranien. Alors, qui travaillait dans une entreprise, qui avait été pris pour 3 mois dans une entreprise, donc qui demandait sa régularisation, sa carte de travail, et qui n'y arrivait pas, alors que l'entreprise avait absolument besoin de lui. Donc j'étais vraiment bouleversée, parce que c'était vraiment le cas typique de main-d'œuvre, de salariés, de main-d'œuvre recrutée par des entreprises dont elles ont besoin. Et à cause d'une espèce d'esprit de restriction des visas en France, on se prive d'un potentiel qui du coup part dans d'autres pays. Et puis lui on le prive aussi peut-être d'une liberté, parce que oui, et puis parce que l'Iran c'est pas le... Alors il m'a sorti effectivement ces papiers transitoires de sa poche, une espèce de papier bleu vraiment mais indigne de la République française. Vous voyez, il y a un comportement, je crois qu'il va falloir remettre à niveau par rapport à ce qu'est la France, ce pays des droits de l'homme, ce pays qui doit être ouvert au mouvement de population, et notamment
de main-d'œuvre qualifiée. Et en particulier, dans mon pacte présidentiel, il y a la proposition de visa aller-retour. Et ça, c'est très important que des salariés qui viennent en France, par exemple, pour des contrats temporaires sur du travail temporaire, puissent ensuite rentrer dans leur pays, revenir tranquillement, parce que sinon, en effet, ils ont peur même de rentrer dans leur pays. De ne pas revenir ici. Et de ne pas pouvoir revenir. Ce qui est absurde. Ce qui fait qu'ils restent là alors qu'ils voudraient rentrer chez eux parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir revenir après. Oui, sur des c'est vrai que c'est un peu con. Sur des travaux saisonniers. Et comme ils ont peur de ne pas pouvoir revenir à la saison suivante, à ce moment-là, ils restent en France au lieu de pouvoir rentrer chez eux, ne voient plus leurs enfants, leur famille, etc. Donc il y a de nouveaux équilibres à trouver. On est aussi un pays où il y a un fort taux de chômage, donc c'est vrai qu'on est obligé aussi de faire attention, qu'on ne peut pas ouvrir comme ça les frontières de façon non maîtrisée. Ça, je crois qu'il faut avoir le courage de le dire aussi. Et en même temps, aujourd'hui, je crois que les choses se sont mal équilibrées, sont trop fermées. Il y a une méfiance systématique, alors que, vous savez, si du jour au lendemain, tous les travailleurs étrangers s'arrêtaient de travailler, vous verriez ce qui se passe dans tous les métiers les plus durs, les métiers de nettoyage, les métiers du bâtiment, les travaux agricoles les plus durs, vous verriez. Tout ça, il y a des filières économiques entières qui dépendent des travailleurs étrangers. C'est pour ça que je veux qu'on les respecte. Ok, contente Leïla? Oui, ça va, elle a bien répondu à mes questions. C'est bien, vous avez bien répondu, Madame Royal. Bravo, félicitations. Merci à toi, Leïla. Ciao, ok, merci. Bon, on va enlever l'écran pub qui était prévu là, je dis ça pour ceux qui s'occupent de la technique. Mais ça y est, c'est fait. Bien joué, quel professionnalisme. Vous avez vu, Madame Royal, vous n'êtes pas tombé n'importe où ce matin. Des pros, quoi. Des pros. Voilà, oui, on peut se permettre ça. Alors, sinon, il y a Christelle qui veut arriver dans un instant qu'on va retrouver. Par contre, vous nous remboursez les publicités. Oui, sur les comptes de campagne. Il y a des messages qui nous parlent alors des quartiers et du milieu rural. Et François Bayrou, hier, il faisait le lien entre les deux. Oui. Et donc là, regardez, il y a Osvir qui nous dit j'aimerais savoir ce que vous comptez faire pour les jeunes en milieu rural. J'avais des questions un peu partout pour qu'est-ce que vous comptez faire pour les quartiers, pour amener des magasins dans les quartiers, du boulot dans les quartiers, pour qu'on pour se faire embaucher également, parce que quand on écrit qu'on habite dans certains quartiers, le patron il voit ça et ça fait repoussoir en gros. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour tout ça? On peut commencer par les quartiers, puis après on passera au milieu rural si vous voulez. Oui. Bon, sur les quartiers, j'ai répondu tout à l'heure, avec les prêts gratuits de jusqu'à 10 000 € pour lancer les activités. Les entreprises, des magasins, tout ça. Oui, ça c'est bien ça. Ah, Romano, t'aimes bien. Toutes les petites activités, mais il y a plein de choses à faire. De toute façon, il y a plein de projets en plus à développer. L'autre jour, je suis allée à Clichy, un jeune qui est arrivé, qui m'a offert un beau tailleur rose. Vous l'avez mis? Oui, je l'ai mis. Qu'il avait. Il faisait une marque de mode. Lui-même, je lui ai dit, ouvrez une boutique. C'était magnifique ce qu'il faisait, c'est vrai. Donc ça, voilà. Dans les quartiers, je crois aussi par rapport à la discrimination, il y a le CV anonyme maintenant. Ah, alors ça, vous êtes pour? Parce qu'hier, François Bayrou, on a eu des auditeurs qui étaient de son avis d'ailleurs. Lui, il trouve que c'est. Enfin, je sais pas, on n'a pas à se cacher de son nom, quoi. Non, mais c'est dans un premier temps. Il faut au moins être reçu. C'est-à-dire on va se cacher de son nom. Ce qu'il faut, c'est qu'avec le CV, rien qu'en regardant le nom et le quartier, le jeune n'est même pas reçu. On lui dit que la place est prise. Mais s'il est reçu pour qu'on lui dise la place est prise quand même. S'il est recalé à l'étape d'après. C'est pas vrai. Je pense on repousse le problème, non? En face de soi, c'est pas pareil que quand on l'éjecte uniquement parce que sur le CV, il y a son nom et son quartier. Non, je crois que la dignité veut quand même que les jeunes soient reçus et puissent justement faire valoir son potentiel. C'est le Momo dont je vous parlais tout à l'heure, Momo qui nous disait que c'était c'est les mentalités qu'il faudrait changer là plutôt qu'un CV anonyme. Ça c'est. Bah oui, mais enfin si on attend que les mentalités changent, vous savez, on attendrait déjà longtemps, parce que même pour les femmes, regardez, la France est au 89e rang, vous vous rendez compte, pour la présence du nombre de femmes à l'Assemblée nationale. Il y a combien de pays? 160, 180, je sais pas. Oui, sur 200 pays. Ouais. Alors vous vous rendez compte? Donc ça va, attendre que les mentalités évoluent. En général, quand on dit ça, c'est qu'on veut rien faire. C'est un auditeur qui disait ça, qui disait que c'est vraiment les mentalités, et lui il avait vraiment envie que ça bouge. Les mentalités, elles se forcent un peu, si vous voulez, c'est-à-dire c'est aussi la politique par la preuve, par la démonstration que les choses peuvent se faire autrement. En milieu rural, c'est vrai que ça fait moins de bruit, les jeunes qui sont en souffrance en milieu rural, parce qu'ils sont plus dispersés. Et souvent, on y pense moins. Moi, je suis élue, vous savez, d'un département rural, les Deux-Sèvres, président d'une région rurale, le Poitou-Charentes. Et ce que j'ai fait pour les jeunes, c'est que la région, pour tous les jeunes qui sont reçus à leur CAP, en plus, ça permet de revaloriser les métiers manuels, la région leur paye le permis de conduire.
cash. Tu vas déménager pote. Non mais vraiment là-bas. Ça en passe des choses là-bas. Parce que c'est vrai qu'en milieu rural, il n'y a pas de transport collectif. Et donc j'avais vu que les jeunes qui réussissaient dans les métiers, notamment du bâtiment, de l'hôtellerie, c'est des métiers qui sont aujourd'hui dévalorisés, dans lesquels les jeunes ne vont pas parce que ce ne sont pas des métiers qui ont une bonne réputation. D'abord, j'ai dit au patron, il faut que vous aussi, qui manquait de main-d'œuvre qualifiée, j'ai dit, si vous commencez à payer mieux vos ouvriers, vous en trouverez plus, parce que du coup, le travail sera revalorisé. Et pour dire aux jeunes que j'avais besoin d'eux dans les filières du bâtiment et dans la filière de l'hôtellerie, puisque c'est une région touristique où aussi on manquait de main-d'œuvre, je leur ai dit pour vous prouver qu'on a besoin de vous, et comme il n'y a pas que vous avez besoin de vous déplacer pour aller travailler, eh bien, je vous paye le permis de conduire. Enfin, il faut le passer quand même. Hein. Oui, vous le donnez pas, oui. Mais ça coûte 1000, 1200 euros. Il y a plein de familles qui ne peuvent pas payer ça. C'est horriblement cher. Ah, même si on le rate, vous le payez plusieurs fois. Et après, il y a un prêt, puisque les fameux... Non, mais je sais pas. Non, ils ont droit à passer 2 fois. Ah quand même, Moi, c'est bien 2 fois. 2 fois. Tu l'as eu à combien de fois, Sandra? 2e. C'est bon. C'est bon. Et après, le microcrédit que j'ai mis en place, c'est la première région à avoir fait ça. Le microcrédit, s'ils ont besoin de s'acheter une voiture, par rapport à un projet de vie, ils peuvent utiliser le microcrédit. C'est quoi un projet de vie? Région. Un projet de vie, par exemple, s'ils trouvent un emploi, c'est un projet de vie. Ou s'ils ont besoin de déménager, qu'ils ne veulent pas se payer la caution et les 2 mois de garantie, c'est un projet de vie. Et ça, vous les développez au niveau national? Oui, en fait, la Poitou-Charentes, c'est un laboratoire. Comme en Inde. C'est un peu, oui. C'est-à-dire que je prouve que, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas possible, c'est pas de votre compétence, vous n'y arriverez pas, c'est pas vrai. La politique peut faire plein de choses en écoutant les gens. Et c'est en les écoutant dans le cadre de la démocratie participative que j'ai vu ce qui leur tenait le plus à cœur et les problèmes les plus aigus. C'est comme ça aussi que j'ai fait la contraception gratuite dans les établissements scolaires. Parce que moi, je trouve ça désolant lorsqu'il y a encore des avortements chez les mineurs, des grossesses précoces non désirées. Et dans les lycées, notamment dans les lycées professionnels de la région, où tous les ans, il y a au moins 8 ou 9 grossesses. C'est pareil au niveau national. Eh bien, aujourd'hui, les jeunes ont accès à la consultation gratuite et à la pilule gratuite. C'est vous qui avez fait... J'avais fait, quand j'étais ministre de l'enseignement scolaire, la pilule du lendemain. D'accord. Ouais, parce paradoxalement, il n'y a pas besoin d'ordonnance pour la pilule du lendemain, donc je pouvais la faire délivrer par les infirmières, alors que la contraception normale, il faut une ordonnance. Et c'est vous qui avez fait aussi la décision est prise par la fille et pas par les parents, oui, c'est ça? Bien sûr, même pour les mineurs. Oui. Dès lors que l'infirmière scolaire donne son accord, oui. Donc là, qu'est-ce qui va changer à ce niveau-là si vous êtes présidente? Pour résumer, en gros, si je suis présidente, les jeunes auront une carte santé, c'est-à-dire la santé sera gratuite pour tous les jeunes de moins de 16 ans déjà, parce que je crois que c'est en faisant de la prévention aussi qu'on économise. Parce qu'on me dit ça coûte cher. Non, toutes les actions qu'on fait bien en amont et très tôt coûtent moins cher que quand on attend que les jeunes soient bien malades ou bien dégradés pour ensuite c'est comme le dentiste, les dégâts. quoi. Mais écoutez, il y a plein de jeunes qui échouent à l'école. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voient pas clair au tableau que ça a jamais été dépisté. Ils entendent pas bien que ça n'a jamais été dépisté. Ils ont des problèmes dentaires, des rages dentaires qui ne sont pas soignés. Donc c'est pas comme ça qu'on peut bien travailler à l'école. Ils ont des problèmes de souffrance psychologique que personne ne détecte. Donc je pense que faire la santé gratuite pour tous jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire jusqu'à 16 ans, c'est une des conditions fondamentales de la réussite scolaire. Et en plus, ça coûte moins cher ensuite, parce que quand on détecte les problèmes, qu'on les soigne le plus tôt possible, ça évite la dégradation, les souffrances, etc. Je vais montrer un exemple d'ailleurs. Combien ça t'a coûté tes dents, Romano? Non mais moi, c'est que je faisais pas attention, j'avais une mauvaise hygiène. Moi, je sais pas, ça m'a coûté dans les 10 000 euros. Voilà. Parce qu'il a attendu pendant des années avant de se refaire faire les dents. Maintenant, regardez, il a des belles dents. Oui, belles dents. Ouais, bon, elles sont fausses, mais elles sont fausses. Oui, c'est pour prendre ça avant. Il vaut mieux aller chez le dentiste. Ça coûte moins cher d'aller chez le dentiste tous les ans plutôt que de laisser. Ah oui, ça je confirme. Donc c'est cet exemple que vous avez développé pour les jeunes de moins de 16 ans. Voilà. Bon, pigé, ça roule. Tiens, on parlait des milieux ruraux et on a eu plein de messages dans votre région. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas Skyrock. Alors c'est une question un peu perso, mais mais qui est développée également par pas mal d'auditeurs qui sont frustrés. Alors ils comprennent pas pourquoi quand on est dans un milieu rural. Bon, il n'y a pas que les milieux ruraux. On n'est pas à Strasbourg non plus. Enfin, il y a plein de. Il y a plein de villes aussi. Il y a plein de grosses villes où Skyrock n'aimait pas. Mais pourquoi il y a une telle discrimination? Est-ce que c'est parce que c'est le CSA qui donne les fréquences? C'est le CSA qui donne les fréquences, c'est ça.
ça. Vous ouais. savez que je vais réformer le CSA. Ah, Voilà. Donc, d'ailleurs, dans tous ces organismes qui font fonctionner la République et qui ont besoin vraiment d'indépendance, le Conseil constitutionnel, le CSA, par exemple, ils seront désormais désignés par les 3/5 de l'Assemblée nationale. pour l'instant, c'est décidé par le président de la République, Voilà. par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Voilà. Enfin, j'ai fait la liste, regardez, Deux-Sèvres, Parthenay, il n'y a pas Skyrock, Bressuire, il n'y a pas Skyrock, Thouars, il n'y a pas Skyrock, Saint-Maxence-l'École, l'école, on dit, il n'y a pas Sky. Saint-Mexan, ouais. Charente, Confolens, pas Skyrock, Cognac, Les pas Skyrock. sous-officiers, Ouais, c'est ça, ouais. Ah, tu Et vas là, dire, c'est alors. l'école militaire. si vous voulez là-bas. venir faire un petit stage, Si ça lui manque. ça vous fera le plus grand bien. Regardez la liste des villes. Saintes, il n'y a pas Skyrock, Rochefort, pas Skyrock, Île-d'Oléron, Saint-Jean-d'Angély, Jonzac, Île de Ré. Voilà, tous les endroits où, Voilà. où on reçoit pas Sky. Bah, c'est bien, il faut bien qu'il vous reste quelques combats à mener. Ah bah, il y en a Si pas la vie hein. était facile, ça serait Ah bah moins là, je peux drôle. vous dire qu'on en a Voilà. pas. Donc, donc vous allez réformer le CSA en fait. Oui, oui. Parce que je veux un État impartial. Il ne faut pas que l'État reste aux mains d'un même clan, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous avez vu où les nominations se précipitent à l'approche des échéances, où chacun se recase dans les appareils de l'État. Et ça, je crois que ça n'est pas correct. Ok, alors il y a Anissa, on prend vite Anissa en ligne avec nous. On est avec Ségolène Royal, vous êtes sur Sky et vous pouvez poser toutes vos questions, allez-y. Hein. Plus de profs, moins de police, on nous dit. Ah, on vous a préparé des slogans. Ouais, ça va aller vite. Hein. On va prendre Anissa, parisienne, 23 ans, t'es là Anissa? Anissa? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Anissa. Bienvenue mademoiselle Anissa. Merci, bonjour madame Royal. Vas-y Anissa. Oui, bah alors j'ai une petite question. J'ai une petite question en fait par rapport au Proche-Orient, parce que j'avais lu en fait dans le monde diplomatique votre position par rapport au mur de séparation en Palestine. Et apparemment vous étiez relativement pour. Et j'aimerais savoir comment on peut admettre en fait une séparation entre deux peuples au XXIe siècle quand on sait les exemples passés que ça n'a rien donné de très bon. Et donc je voudrais savoir votre position par rapport à ça et un peu plus global par rapport au conflit au Proche-Orient. Bon, vous savez, je suis allée effectivement dans les territoires palestiniens. Je suis allée aussi à Jérusalem. J'ai rencontré d'ailleurs des jeunes de chaque côté, si j'ose dire, et qui tenaient tous les deux les mêmes discours, c'est-à-dire la soif de sécurité, la soif de liberté, l'envie de se déplacer, notamment les jeunes de Gaza. C'était d'ailleurs poignant parce que ça avait du mal à sortir, et on s'est engagé d'ailleurs avec plusieurs présidents de régions à les faire sortir du territoire. On a eu d'ailleurs les autorisations nécessaires. Et non, j'ai dit le symbole même du mur d'ailleurs est un symbole absurde. C'est pas un avenir de dresser un mur entre plusieurs pays. Mais ce que j'ai dit, parce que je crois que sur ces sujets qui sont difficiles et en même temps qu'il faut regarder avec optimisme, parce que quand je vois les jeunes de ces deux pays qui ont les mêmes aspirations à pouvoir s'entendre, à pouvoir se parler, à construire un monde meilleur, à pouvoir remettre au monde leurs enfants dans un monde de paix, je me dis que ces conflits-là sont absurdes quand il y a tant de choses à régler à l'échelle de la planète, et on le disait tout à l'heure. Voilà, et à un moment, moi, ce que j'ai dit, c'est que je suis en compréhension de ce qui m'est dit. Et c'est vrai que quand à certains endroits il y a eu des attaques et des victimes effroyables dans certains endroits, ça n'était pas à moi de juger comme ça brutalement que du jour au lendemain on allait mettre fin à des systèmes de protection provisoire. Mais j'ai dit très clairement, peut-être qu'on a retenu que la première partie de mon affirmation, qu'il fallait à la fois la garantie de la sécurité, la garantie d'un État stable et durable pour les Palestiniens, la garantie de la sécurité pour Israël, et que vraiment il faut que le dialogue, que les discussions continuent. Et je vais vous dire une chose, je pense que l'Europe ne joue pas son rôle aujourd'hui. Ah oui, mais bien évidemment. Et demain, si les Français me font confiance, ce sera la première préoccupation de l'Europe. C'est vraiment d'intervenir comme médiatrice dans cette partie du monde pour qu'enfin les nouvelles générations puissent connaître un monde nouveau de paix qui se lève. Et je peux vous dire que la force des jeunes qui ont envie que ça se passe comme ça maintenant, qui en ont assez aussi
des générations de politiciens qui les ont précédés. Je peux vous dire qu'il y a une vision chez ces jeunes, une volonté d'en sortir et d'en finir avec tous ces conflits du passé, que c'est pour ça que j'ai confiance. Mais vous pensez sincèrement qu'un mur peut être considéré comme un outil de sécurité, parce que peut-être du côté israélien c'est de cette manière-là qu'ils le considèrent, mais d'un côté palestinien, à mesure où ils sont déjà emmurés et ils sont déjà cloîtrés dans des petites parcelles de terre, est-ce que vous pensez qu'un mur va leur permettre d'avoir une vision optimiste, et de deux... Non, c'est ce que je viens de dire, bien sûr que non. Le symbole même est affreux. On sait ce que ça veut dire, le concept de mur. Et donc l'idée c'est quand même que les discussions, les négociations, les solutions de paix puissent avancer très rapidement pour que ces murs ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Ok, Nissa. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Eh ben merci à toi, Nissa, gros bisous. Hein. Merci beaucoup, bonne journée. Salut Parisienne. Au revoir. Ciao. Quelques questions aussi rapidement pour avant de partir. Après vous nous laissez. Et juste c'est juste pour par rapport au qu'est-ce qu'on nous disait par rapport au mariage gay ou aux homosexuels. Je suis désolée, mais il faut que je parle. Le mariage homosexuel, il est dans le projet, dans le pacte présidentiel. Donc les choses se feront comme elles ont été faites en Espagne. Ok, et écoutez, pour les autres, ce sera pour entre les deux tours, vous revenez. Et ben voilà. Vous revenez nous voir. À bientôt. Et à bientôt, Ségolène Royal, merci d'être passé ce matin sur Sky. Bonne route, vous allez prendre un avion, vous allez où aujourd'hui? Non, je reste en région parisienne. D'accord. Voilà. Et écoutez, bonne chance pour la suite. Merci. Et donc entre les deux tours, vous revenez aussi. Alors. Voilà, et je fais un grand meeting à Marseille jeudi soir. Ah, les Marseillais qui nous écoutent. Vous êtes tous invités. Voilà. Ah nous on n'y sera pas, mais bon pour les Marseillais. Hein. J'espère qu'il y aura Akhenaton. Il y aura peut-être Akhenaton, je sais pas. Ouais. Je les ai invités, j'attends leur réponse. Ok, on prendra des nouvelles. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous tous et à vous toutes qui êtes branchés sur Sky. C'était la dernière des 3 émissions spéciales Bouge ton vote en direct sur Skyrock depuis samedi. On a reçu Nicolas Sarkozy. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On a reçu Nicolas Sarkozy samedi matin, François Bayrou hier et Ségolène Royal ce matin. Merci à vous tous. Désolé pour tous ceux qui ont posé des questions et auxquelles on n'a pas pu répondre. Ce qu'on va faire, c'est comme d'hab, on va imprimer tous les messages que vous nous avez laissés, notamment sur les SMS et sur le net, et on va transmettre aux candidats, les 3, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et François Bayrou. Merci d'avoir passé la matinée avec nous. Retour en mode normal dès demain. Demain matin, ouais. Demain matin, bisous Sandra. Bisous et à ce demain, soir ouais. aussi, on est là. Et retour en mode normal aussi. Ce soir, on sera là entre 21h et minuit si vous avez besoin de nous. Ce soir, dès 21h, on sera là avec le grand retour du grand clash de la drague.